bonjour à tous les rebelles pacifiques qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent sur Twitter. Donc nous avons un illustre invité aujourd'hui, M. Ahmed Diagne Semega, président du parti PDS, qui sort un peu de son exil sénégalais pour s'adresser aux Maliens à travers nous. Donc bonjour M. Ahmed Diagne Semega. Bonjour mon frère. Merci d'avoir accepté cet entretien avec Rebelle Pacifique ici à votre hôtel. On sait que vous avez eu beaucoup d'occasions d'annuler ce rendez-vous compte tenu des intempéries. Nous avons une température négative sur Paris, donc tous les ingrédients étaient là pour que vous faufiliez, mais vous ne l'avez pas fait, vous avez tenu à être là. Donc, sans langue de bois, je tiens à vous remercier. Ce n'est pas de mon habitude de reconnaître des choses positives aux hommes politiques, mais là, je salue votre courage d'avoir accepté cet entretien avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc, dans un premier temps, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer le but précis de votre présence ici à Paris? J'aimerais tout d'abord vous remercier, jeune frère, et vous souhaiter bon courage. Et vous dire que le travail que vous faites est un travail noble. Et votre jeunesse joue en votre faveur. Mais vous avez aussi votre dynamisme. J'ai entendu parler de vous. Et Hamidou Traoré, qui est le président de notre section de France, Hamidou, à qui je tiens à rendre un hommage mérité pour son engagement pour le Mali, pour son engagement pour notre parti, engagement qui n'a jamais fait de défaut. Et en témoigne la réunion qu'on a eue l'autre jour et à laquelle vous avez vous-même participé. Donc je voulais vraiment vous remercier et vous dire aujourd'hui que vous êtes une porte-voix, un porte-voix, et pas des moindres. Tout le monde connaît l'importance aujourd'hui des nouvelles technologies de l'information. Et le fait aujourd'hui que vous interpelliez les hommes politiques, que vous interpelliez simplement les Maliens de la diaspora ou les Maliens qui sont à l'intérieur, me semble aujourd'hui être un combat qu'il faut mener jusqu'à terme. Parce que l'heure est grave et notre pays a besoin de toutes ces ressources intellectuelles, de toutes ces ressources morales, de tous ses fils et de toutes ses filles, où qu'ils se trouvent, pour contribuer à le relever. Ma visite à Paris s'inscrit dans le cadre d'une mission que j'ai effectuée au Canada, parce que je travaille dans le privé. J'ai retrouvé le privé après le gouvernement et j'ai fait une escale à Paris. Et cette escale, je l'ai mise à profit pour rencontrer les militantes et les militants du PDS, notamment le bureau de notre organisation. Et donc, pour moi, c'était nécessairement une escale incontournable pour qui connaît le rôle phare que joue la communauté malienne en France ici, communauté d'ailleurs à laquelle je veux rendre un vibrant hommage pour son action au quotidien à la faveur du Mali. Tout le monde a vu les Maliennes et les Maliens de la diaspora mobilisés comme un seul homme, battre le pavé en France ici, malgré les intempéries, pour que la voix du Mali soit entendue, pour que le Mali, qui est aujourd'hui en crise, puisse se remettre de cette crise-là avec le soutien de la France, pour que la vérité soit connue. Je voudrais ici saluer vraiment de la manière la plus sincère cet engagement citoyen, patriotique, mais qui ne nous surprend pas de la part de la communauté malienne, la diaspora malienne ici en France. Et donc voilà pourquoi je suis venu, j'ai vu mes amis du PDS, je suis réconforté de voir que malgré la secousse tellurique, malgré les difficultés de tous ordres, notre parti tient debout. Et l'honneur, le mérite en revient à cet homme qui est assis à ma gauche ici, et à son équipe, cette équipe dynamique qui n'a jamais douté que la cause du PDS est la cause du Mali. Et donc je voudrais vraiment vous remercier et les remercier en même temps. Très bien, donc est-ce que ça, parce que depuis votre exil que je mets entre guillemets au Sénégal, exil forcé ou pas, moi je ne vous ai pas entendu. En même temps, je n'ai pas le monopole de tous les médias, mais bon, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que là, vous êtes définitivement sorti des bois? Est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour les joutes électorales présidentielles prévues au mois de juillet? Très bonne question. Vous ne m'avez pas entendu parce que je me suis astreint à une conduite de retenue. Je l'ai dit dernièrement dans une interview que j'ai donnée dans les colonnes de l'Indicateur de Renouveau, qui est un journal malien. Le devoir de retenue, pourquoi? Pour ne pas gêner la lutte sans merci qui a été engagée au Mali
par mes amis politiques de tous bords, que ce soit ceux du PDS, qui est mon parti, ou de l'ADEMA, ou de l'URD, et les associations de la société civile, l'UNTM et d'autres que je ne peux pas citer malheureusement ici, tant elles sont nombreuses, pour la lutte, disais-je, que ces organisations, ces hommes et ces femmes-là avaient engagé pour le retour à une lutte constitutionnelle normale, telle que la Constitution de 92 l'avait établie dans notre pays. Cette lutte-là pouvait être gênée parce que tout le monde sait et savait les conditions dans lesquelles le débat politique était impossible au Mali, à cause de la crise institutionnelle qui était multiforme, à laquelle s'est greffée la crise militaire. Donc je ne voulais pas, au moment où je suis en exil, pour des questions de sécurité, je l'ai dit, je le répète, j'ai quitté le Mali contraint, et j'allais dire à la demande de mes amis qui ont vu que rester là-bas, c'était dangereux pour moi et ça ne servait aucune cause. Parce que ceux qui m'en voulaient, qui ne me connaissent même pas, malheureusement, et c'est ça le problème de cette crise, ceux-là n'avaient pas de visage. Et c'était stupide de rester pour braver, on va dire, des forces que l'on ne connaissait pas. Et donc c'est pour cela que je suis parti à Dakar, après que mes amis m'y aient pratiquement obligé. Mais je suis heureux d'avoir pris ce recul. Ça m'a permis d'avoir un nouveau regard sur notre Mali en crise. Ça m'a permis aussi de mesurer l'importance de l'amitié. Parce que si je suis aujourd'hui en bonne santé par la grâce de Dieu, je le dois par l'effort des Maliens qui se reconnaîtront dans ce que je dis ici, qui ont mis leur vie en danger, qui ont mis leur bien en danger pour me venir en aide au moment où j'en avais le plus besoin. Moi qui ai donné 10 ans, je peux le dire, 10 des plus belles années de ma vie. Je suis entré au gouvernement à 39 ans, j'en suis sorti à 49 ans. Je n'ai pas arrêté un jour de penser, de réfléchir, de travailler pour le Mali. C'était un service extraordinaire que l'on peut rendre à son pays. C'est un privilège que j'ai eu. Et c'est pourquoi je n'ai pas lésiné sur les moyens physiques, intellectuels. Je n'ai pas épargné mon temps. Et si j'étais à refaire, je le referais, car le Mali vaut que nous lui donnions tout. Mais j'ai dû quitter le pays dans des conditions telles que je me suis posé même la question, est-ce que ça vaut la peine de se battre quand en un jour on voit tout détruire simplement par la folie des hommes. C'est comme ça que j'appelle ce qui s'est passé le 22 mars. C'est un vent de folie. Est-ce que ceux que vous en veulent au Mali, au point de vous menacer de mort, est-ce que vous êtes parvenu à les identifier? Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit, petit frère, c'était un vent de folie. Moi, ceux qui m'en veulent, malheureusement, vous savez, cette affaire a plusieurs facettes. Il y a certainement eu de la manipulation politicienne. Ceux qui s'en sont pris à moi, pour certains, ne savent même pas qui j'étais, en dehors de l'image qu'on a fait de moi, la caricature qu'on a donnée de moi. Et c'est là le danger. Si aujourd'hui, tout ministre peut être pris à partie lorsqu'un problème comme celui-là survient, sans qu'il y ait au préalable des faits qui l'accusent réellement, je pense que tout le monde est en danger et la fonction ministérielle est en danger. Et moi, je pense qu'il faut que les gens reviennent à l'essentiel. L'essentiel de notre culture, c'est la solidarité, c'est la tolérance. Mais, jeune frère, ce qui m'a le plus surpris, ce qui m'a, on va dire, complètement désemparé, c'est que j'ai vu les Maliens sous un visage que je n'avais jamais imaginé qu'il soit notre visage. La méchanceté, la haine cristallisée, c'est ce qui a conduit notre pays à ce désastre-là. Et c'est pourquoi je vous dis, ceux qui m'en veulent, ceux qui ont cherché d'une manière ou d'une autre à me faire mal, la plupart du temps, c'était dans ce vent de folie. Ce n'était pas nécessairement parce que ces mégas avaient posé un acte. Moi, je le dis haut et fort. Et je le dis en toute humilité. J'ai travaillé pour mon pays pendant 10 ans. Je n'ai ni volé, je n'ai ni tué, Dieu m'en garde, et je n'ai, à mon sens, fait de mal à personne. Chaque fois qu'il m'a été possible de demander pardon, je l'ai fait. Parce que j'étais un responsable de haut niveau. Et quand on est un responsable de haut niveau, on peut commettre des erreurs. J'en ai commis peut-être beaucoup, mais pas au point de mériter la haine.
Mais justement, puisque moi, chaque fois que je reçois un homme politique, je leur pose la question, est-ce que quelque chose n'a pas marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous estimez que tout ce que vous avez fait est bien et donc les autres qui vous en veulent se trompent? Ou bien j'ai fait les choses en pas bien et dans ce cas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous vous reprochez aujourd'hui? Merci. Moi, je ne me reproche rien. Je me suis mis au travail pour mon pays. J'ai fait ce qu'il était humainement possible de faire. Et si demain je pouvais faire 1000 fois plus, j'en ferais. Je faisais partie d'un régime qui n'a peut-être pas fait les choses comme tout le monde s'attendait qu'il le fasse, qui a commis des erreurs, mais qui n'en commet pas. Et si ces erreurs ont été commises, j'en suis comptable pour avoir été de ce régime-là. Et ça, je ne le nie pas, je ne le nierai jamais. Mais je ne suis pas, et je l'ai dit, je le redis, de ceux qui souffrent dans la trompette des nihilistes, des gens pour qui rien n'a jamais été fait, pour lesquels le Mali est sur un tableau, le Mali est noir, rien n'a été fait, rien n'est bon. Je suis d'accord avec vous, j'ai pu commettre des erreurs, mais je vous ai dit, je n'ai pas commis de fautes qui font que on puisse m'en vouloir à ce point. Enfin, quand je dis à ce point, je nuance les choses. Vous savez, le Mali est grand. Ceux qui font l'opinion au Mali comme ailleurs, c'est au niveau des capitales. Moi, je connais le Mali par la grâce de Dieu, pour l'avoir sillonné de long à large, pour avoir été dans les coins et les recoins les plus reculés. Les gens, les hommes et les femmes que je rencontre là-bas, n'ont pas cette opinion, généralement, des hommes politiques comme moi, tels que le microcosme bamakois, où certains intellectuels, entre guillemets, veulent faire quoi. Et c'est ça qui, aujourd'hui, constitue la lueur d'espoir pour moi. Parce que je sais que dans leur immense majorité, cette majorité silencieuse de Maliennes et de Maliens, il y a certainement des erreurs qui ont été commises, mais pas les fautes, pas, on va dire, les crimes, entre guillemets, que l'on imagine. Mais, je vais vous dire, jeune frère, s'il y a un crime, entre guillemets, encore que nous avons commis, c'est celui de n'avoir pas communiqué comme il fallait le faire. Parce qu'on est au moment de la communication. Ce que vous ne dites pas, c'est l'autre qui le dit. C'est pourquoi je vous suis reconnaissant de l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer. Vous savez, je le dis aux gens souvent, Dieu est le meilleur juge. Et après Dieu, votre conscience. Un homme a une conscience, c'est ce qui nous différencie des bêtes. Mohamed Semega, tous les matins que je me réveille, quand je me regarde dans une glace, le reflet que je vois, c'est un reflet de fierté. Personne au Mali ou en dehors du Mali, je le dis et je vous prends à témoin, ne peut me charger sur une faute que j'ai commise dans la gestion. Quand je dis, je parle de faute telle que certains aujourd'hui, parce qu'ils ont les médias et parce qu'on ne répond pas. Parce que quand on s'oblige à un devoir de réserve, on ne répond pas à tout le monde. Et parce que quand on est un homme politique, on a aussi le devoir d'être humble et d'écouter surtout dans un contexte comme celui du Mali les autres qui peuvent s'exprimer. Mais quand la calomnie s'érige en relation, en mode de gestion de relation, c'est là où la société s'étiole, le tissu social se déchire. Et c'est ce qui est arrivé au Mali. Justement, pour revenir à ces calomnies, parce que comme moi je vous ai dit la dernière fois, c'est la deuxième fois qu'on se voit en 2 semaines. Et là, c'est en tête à tête, j'en profite. Moi, je vais toujours à la source pour vérifier mes informations. En règle générale, on lisait dans la presse beaucoup de choses sur la gestion ATT, sur Semega. Vous êtes l'un des noms les plus cités sous le régime de ATT. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à un moment, la façon de se comporter face aux gens, c'est-à-dire que vous êtes issu du privé, vous êtes arrivé par vos mérites certainement au niveau du public dans un poste ministériel. Mais ce qu'on entendait par-ci, par-là, est-ce que vous pouvez comprendre que ça heurte la sensibilité des Maliens qui, pour la plupart du temps, sont vains à aller regarder la télé chez un seul voisin. Et quand ils voient dans le comportement de leurs dirigeants des gens qui ont 2, 3 télés, je caricature, hein, je fais juste une image, le dirigeant, lui, a 3, 4 télévisions chez lui, et le peuple se met à 20 familles pour regarder la télé chez une seule famille. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, ça heurte la sensibilité des gens? Je suis absolument d'accord avec vous qu'il y a des disparités sociales telles que cela peut heurter le commun des mortels dans un pays où la pauvreté, malheureusement,
et le lot quotidien de tout le monde. C'est vrai. Mais, cher ami, nous sommes aussi dans un pays où les gens travaillent. Et quand on travaille, on a bien le droit de jouir des bénéfices de son travail. Vous savez, le Mali, malheureusement, et c'est ce qui nous a amené à ce désastre-là, moi je n'utiliserai jamais de langue de bois. On me le reproche d'ailleurs souvent. Le Mali, il y a le délit de réussite souvent. Quand vous réussissez, vous êtes suspecté. Suspecté. Souvent, être ministre, vous savez, c'est être suspecté d'avance d'être un corrompu notoire. Mais vous pensez que c'est comme ça qu'on va construire un état de droit? Moi, je pense qu'on ne doit accuser que lorsqu'on a des preuves pour accuser. Mais lorsque la fabrique de la rumeur s'érige en réalité au quotidien, lorsque l'on donne à la vindicte populaire des chefs de famille qui ont le seul tort d'être responsables politiques ou d'être des responsables au niveau de l'administration, je dis qu'il faut faire attention. Je ne dis pas encore une fois et que personne ne s'y méprend, mais ne s'y méprenne, qu'il n'y a pas de la corruption, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il y a malheureusement partout des dysfonctionnements qui sont blâmables et qui sont générés par le système, par le régime. Mais ce n'est pas qu'au Mali. C'est vrai, ça peut choquer que des gens dont on voit soudainement l'ascension sociale, qui n'est due à rien d'autre qu'à leur entrisme politique ou à d'autres pratiques, on va dire, blâmables, jouir de biens matériels alors qu'à côté d'eux, des gens qui triment au quotidien souffrent. Ça heurte tout le monde et encore plus au Mali. Mais pour revenir à ma modeste personne, parce que c'est de moi que vous parlez, jeune frère, je défie encore quiconque de dire que ce n'est gars un seul jour ou de se moquer des gens ou de faire autre chose que d'être quelqu'un à l'écoute de ses concitoyens et de ses frères. Le quartier dans lequel j'ai vécu, vous savez, ce qui m'a le plus fait chaud au cœur dans mon exil, comme vous le dites à Dakar, c'est quand j'ai entendu que l'imam de la mosquée de chez moi a fait un prêche où il était au bord des larmes pour demander aux hommes et aux femmes qui ont pu, parce qu'ils ont été tentés, mais qui ne peuvent pas l'être dans ce climat-là, de venir prendre des choses chez moi, de les ramener, parce que je n'ai jamais rien fait que du bien. Dans l'anonymat le plus total, j'y tenais. Ça, c'est ma culture, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Je le dis, je le répète très souvent, moi je suis un homme d'honneur. Ça irrite les gens de le répéter, parce qu'il n'y en a plus beaucoup malheureusement, et c'est ce qui fait que notre pays est là où est. La calomnie est facile, petit frère. Je comprends très bien. Mais ce que je veux, c'est qu'avant qu'on ne calomnie, quand on dit que ce mec a fait un tel, mais prouvez-le, des gens ont tout fait. On a créé des murs Facebook en mon nom. On a créé des faux comptes bancaires à mon nom en donnant les numéros de comptes bancaires sans citer les banques. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu le malheur, entre guillemets, mais le privilège pour moi et l'honneur de servir mon pays comme ministre. J'ai été, moi, interpellé pendant 2 jours à l'Assemblée nationale. Ça ne s'est jamais fait. Et les députés du Mali, qui sont des gens sérieux, malgré ce qu'on peut en dire, pendant 2 jours m'ont questionné sur l'exploitation de l'or au Mali. Et la petite expérience que j'ai de ce secteur, parce que c'est mon secteur d'activité avant, dans ma vie privée, j'ai pu le leur dire. Mais vous savez, comme je l'ai dit, jeune frère, moi je gère les réalités, je ne gère pas les fantasmes. Quoi que vous fassiez en Afrique ou ailleurs, nous sommes tous frappés de ce de malédiction. Vous êtes au gouvernement, vous êtes corrompus. Surtout quand vous avez la chance d'y rester pendant 10 ans et d'avoir occupé les portefeuilles que j'ai occupés. Mais pour tout le monde, vous êtes riche. Mais je défie quiconque de prouver que je suis riche de ce qu'ils disent que j'ai. Pendant 10 ans, jeune frère, j'ai rempli comme la loi me l'exige. Et c'est ça aussi le revers de la médaille pour ceux qui restent longtemps au gouvernement. Tous les ans, j'ai rempli une déclaration des biens sous l'honneur déposée à la Cour suprême du Mali. Ces déclarations de biens sont là-bas. Je n'ai rien qui ne soit connu de l'État malien. Le reste, c'est le fantasme. Moi, je ne peux pas, malheureusement... Très bien, pour conclure sur ce volet personnel, parce qu'il faudrait bien qu'on parle un peu de votre parti. Vous savez aussi qu'on a dit qu'en un jour, j'ai fait dépenser pour 11 millions de CFA ADT. J'allais en venir, quelqu'un m'a posé la question sur Twitter. Oui. Donc, pour une dernière fois, moi, j'aimerais que vous donniez votre explication au peuple malien.
Est-ce vrai que M. Semega a dépensé 11 millions dans des frais de thé? Moi, Voilà, j'aimerais bien savoir la marque de thé. voilà. Je m'excuse de rire. La question que vous posez est grave. Parce que, vous savez, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui sur Internet, sur d'autres réseaux et médias sociaux, vous avez, comment on dit, des manipulateurs d'esprit. Vous avez des gens qui s'amusent à jeter l'opprobre sur les autres, à créer des mensonges pour discréditer. Moi, cette tentative de discrédit, malheureusement, n'a pas joué. Vous savez, quand on est ministre, on est placé au sommet de la hiérarchie administrative du département. Les 11 millions de thé et de sucre dont on parle concernent des actes de gestion de la direction administrative et financière de mon département. C'est comme si vous demandez à un directeur de service, dans l'un de ses services, dont il ne reçoit pratiquement pas des rapports au détail, une faute ou une erreur de cette nature a été commise. C'est une erreur qui a été commise, une erreur de comptabilisation de l'ensemble des dépenses, parce que tous les départements, tout le monde le sait, tous les services consomment du thé, du sucre et des consommables. Et en général, pour l'exercice budgétaire, il y a des délais dans lesquels il faut que les écritures se passent. Et malheureusement, cette faute a été commise au niveau de cette division de la direction administrative du ministère des Mines et de l'Énergie, qui a fait comptabiliser pour 11 millions de francs CFA de sucre et de thé pour l'ensemble de nos services sur un an, pour un jour. C'est ce qui a été relevé dans le rapport du vérificateur. Et que fut ma surprise, que ne fut ma surprise quand on a posé ça comme étiquette sur le ministre Semega. Désormais, mais vous savez, on est en politique. Moi, j'ai le dos large. Le Mali, malheureusement, est aujourd'hui dans l'état où il se trouve. Mais c'est un pays de droit. Mais le Mali, c'est surtout un pays d'hommes justes. C'est ça qui me réconforte avec le Mali. Je ne parle pas du Malien assis dans son salon tranquillement, qui ne connaît pas les réalités du pays. Je parle du Malien, celui que moi j'ai rencontré à Bafoulabé, à Djonkoulane, à Kidal, à Ségou. Celui-là, c'est que Semega que l'on voit au quotidien travailler pour son pays. Ce Sénégal-là ne mérite pas qu'on lui mente dessus pour des raisons politiciennes. Vous savez, moi j'ai dérangé pas mal de gens. Je suis venu du privé. On me donnait peut-être 3 à 4 mois de gouvernement. J'y suis resté 10 ans. Je suis resté 10 ans, pas parce qu'on était complaisant vis-à-vis de moi. Parce que plutôt que de porter une cravate, je suis descendu sur le terrain. Parce qu'un pays de ma vie professionnelle, et c'est ce que j'ai fait pour le pays. Mais quand j'ai commencé à avoir des ambitions politiques, et parce que c'est normal d'avoir des ambitions politiques, quand on veut construire, quand on veut aider à construire avec sa modeste contribution, j'ai commencé à poser des problèmes. Et la meilleure manière qu'on a trouvé de me discréditer, puisque sur le plan du travail, personne ne peut mettre en doute, en cause ma probité intellectuelle, ma probité morale, il fallait trouver quelque chose. C'était tellement gros, ça n'a jamais marché. C'est un problème qui a été soumis à la justice. Tenez-vous bien. Et le procureur de la République l'a dit haut et fort. Et là, j'étais heureux de savoir qu'au Mali, malgré ce qu'on peut en dire, il y a des hommes et des femmes de droit dans cette justice-là qui sont des hommes sérieux, qui ont dit ce dossier est vide, il n'a aucun sens, c'est une manipulation politicienne. Le ministre Semega n'est en rien concerné par cela. C'est un acte d'administration, d'une division de la direction administrative et financière. Vous savez, quand j'ai été au courant de ça, dans le battage médiatique qu'on avait fait après, et Dieu sait que la conférence de presse du vérificateur, au cours de laquelle cette révélation a été faite. Parce que quand le vérificateur a fait son rapport, il y avait 26 structures qui avaient été visées. C'est quand il a fini sa déclaration que quelqu'un lui a glissé la note pour qu'il en parle. Et il en a parlé. Et cette personne est venue dans mon bureau. S'il vous écoute, s'il a le moins de vous entendre, il saura que c'est de lui que je parle, pour s'excuser. Mais le mal avait été fait. Vous savez, comme on dit, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Jeune frère, moi j'ai ma conscience tranquille. Je regarde tout le monde droit dans les yeux avec modestie, humblement, pour leur dire que j'ai tenté de construire mon pays. Je n'ai jamais calculé quand il s'agit du Mali. Le jour où j'ai dû quitter ce pays-là, parce que ma vie était en danger, tous mes rêves se sont brisés. Il n'est resté qu'un espoir. Celui que j'ai pour les Maliens de l'intérieur que j'ai rencontrés au quotidien, pour vous qui êtes ici, pour ceux qui sont dans ces foyers-là, qui vivent une vie
extraordinairement difficile pour que les parents restés au pays puissent vivre dignement. C'est pour ces gens que moi, je me suis battu politiquement. C'est pour ces gens-là que je me suis dit, au lieu d'être un ministre technocrate, comme je le revendiquais au départ, je veux moi aussi porter un projet politique pour que demain, les gens ne désespèrent pas de tout le monde. Parce que qu'est-ce qu'on a vu quand on est un intellectuel, quand on vous appelle à un poste ministériel, la première chose que vous faites, vous oubliez pourquoi vous êtes là. Dans beaucoup de cas, et je ne cite pas que le Mali, malheureusement. Moi, je me suis astreint tous les jours. Vous savez, ceux qui m'ont visité à la maison, à la cité ministérielle, savent que j'ai mis un drapeau devant ma porte, devant dans la cour de ma maison. Les gens se sont étonnés de savoir pourquoi j'étais le seul à avoir ce drapeau-là. Moi, je le sais et je l'ai dit à ma femme qui m'interpellait. Moi, je voulais tous les jours me rappeler que je suis au service du Mali. Vous allez peut-être en rire, hein, mais non, je suis fait comme ça, petit frère. Mais aujourd'hui, dans ce pays où on est, où il n'y a plus de repères. Il y a Amidou qui me fait signe qu'on est pris par le temps. Et moi, je veux bien savoir, est-ce que vous vous préparez à rentrer au Mali? Parce que vous ne pourrez pas être président de la République, vous ne pourrez pas gagner les prochaines élections si vous n'êtes pas au Mali. Est-ce que vous vous préparez à retourner au Mali? Chaque jour, petit frère, que je vis en dehors du Mali, c'est comme un coup de couteau dans ma chair. Moi, je suis un Malien, mais qui est fier de l'être. Malgré l'état dans lequel se trouve notre pays, c'est un pays qui va être debout. C'est un pays qui a des ressorts. Malheureusement, le Mali est jugé à travers le prisme de Bamako. Donc c'est la capitale, c'est là où se perd un pouvoir, c'est là où se déconstruit un système. Même heureusement pour le Mali, le Malien, c'est lui que je connais, comme j'ai dit, qui est à Paris ici, qui est à Libreville, à Brazzaville ou ailleurs, le Malien qui est à Dioncoulané et à Sikasso, le Malien qui est à Caille, je ne peux pas citer partout. Ces gens-là savent ce qu'est le Mali. Et c'est pourquoi moi je me dis, je vais rentrer. Mais j'ai dit à beaucoup de gens, je ne suis pas à Dakar parce que la farniente me plaît. Moi je suis du privé, cher ami. Quand on est du privé et qu'on quitte la fonction publique, mais il faut bien vivre, puisque je n'ai pas malheureusement les milliards que l'on me prête et je défie encore quiconque, je le dis modestement, qui m'entendent, on est sur les réseaux sociaux. On ne se cache pas aujourd'hui. Je ne parle pas des menteurs professionnels, hein. Je ne parle pas des haineux professionnels. Et permettez-moi d'en parler parce qu'il en existe, même s'ils sont une infime minorité. Moi, je m'adresse à ces Maliens-là que je lis, dont la seule préoccupation aujourd'hui, et on le voit souvent, même dans l'agressivité de leur ton, c'est d'être désespérés devant les hommes politiques, devant le manque de réponse politique. Eh bien, chaque jour que je passe en dehors du Mali me fait mal. Et je travaille à revenir. Mais je travaille aussi pour gagner ma vie. Je travaille pour aider mes amis politiques, pour qu'on ait notre mot à dire. Donc je travaille pour revenir au Mali. Mais je ne veux pas revenir pour revenir. Je veux revenir pour participer à la construction d'un système viable. Pour que de cette crise extraordinairement difficile, traumatisante, puisse renaître un pays debout. Parce que nos valeurs de civilisation qui ont fondé notre identité culturelle, ces valeurs-là font que nous pouvons être un pays debout. Moi, c'est pourquoi c'est à ça que je travaille. Il y a la question de sécurité. Ces questions de sécurité, est-ce qu'elles sont toutes gérées? Je ne le sais pas nécessairement. Mais je vous dis, moi je suis à Dakar. Je suis près du Mali. Je milite là-bas dans un club de réflexion dont je tiens à rendre ici un hommage vibrant au président Mohamed Koulibaly, un jeune cadre que j'ai rencontré. Nous sommes 10. Il n'y a pas d'ambassade importante à Dakar qui ne nous connaisse pas. Il n'y a pas de groupe de lobby important qui ne nous connaît pas. Pour l'effort au quotidien que nous menons pour que la voix du Mali soit entendue, dans le concert souvent de ces voix dissonantes où tout le monde peint un tableau noir du Mali, nous parlons pour que les gens sachent que le Mali est peut-être en difficulté, mais le Mali n'est pas perdu. Donc je rentrerai. Vous savez, pour la candidature à l'élection présidentielle, vous étiez là, je vous l'ai dit, moi je suis président d'un parti qui compte compter, passez-moi l'expression, et qui va être à toutes les étapes des scrutins. Mais je l'ai dit, c'est à mon parti d'en décider. Le moment venu, pour l'instant, nous, ce qui nous concerne, il faut qu'on travaille à faire en sorte que notre pays se relève, que notre tissu social se recolle. La réconciliation ne doit pas être un vain mot. Ça ne doit pas être un mot des politiciens qui le manipulent à longueur de journée pour distraire. Je dis des politiciens, je ne dis pas des politiques, parce qu'encore au Mali, il y a des gens sérieux qui se sont battus et continuent à se battre. Je suis heureux de constater qu'il y a une commission de réconciliation qui a été mise en place, parce que c'est ça
qu'on reconstruise. Comment va le président ATT? Il va bien. Vos rapports sont toujours bons? Nos rapports seront toujours bons parce que je suis un homme d'honneur. ATT m'a donné la chance de servir mon pays à un niveau que chacun souhaite. Et pour cela, je lui serai reconnaissant. Et je le salue, comme vous savez, de temps en temps. Même si aujourd'hui, on peut faire des jours et des jours sans se voir. Si c'était à refaire, c'est-à-dire qu'on retourne dans le passé, 10 ans en arrière, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez dans la gestion du Mali autant que vos moyens le permettent? Qu'est-ce que vous changerez? Excellente question, question difficile. Je changerais beaucoup de choses. D'abord, je dirais que j'ai compris que la communication essentielle, la bonne communication, il ne s'agit pas d'une communication de réaction par rapport à des événements. Être proactif, expliquer aux gens ce que vous faites réellement. Mais avoir une véritable ouverture. Le consensus que nous avons bâti procédait d'un acte de bonne volonté du président. Mais c'était un consensus mou. Et on a vu que c'était un consensus mou. Si c'était un consensus dynamique, avec des valeurs partagées, avec un engagement fort, le Mali ne serait pas tombé après le 22 mars. Donc moi je pense aujourd'hui que s'il fallait refaire les choses, je ne referais pas l'erreur de ne pas associer tout le monde, mais réellement, à un système de gouvernance. Parce que le consensus a un sens, mais un consensus nous ne peut conduire qu'à ce qu'on a vu malheureusement. Donc, je pense que le maître mot aujourd'hui, jeune frère, je préfère regarder vers l'avenir. Et pour moi, l'avenir, je vous l'ai dit, se décline dans ces deux mots essentiels. L'urgence aujourd'hui, c'est que l'on dépasse les clichés et qu'on se tende la main. Militaires, civils, nous sommes tous les fils de ce pays. Qu'on arrête de se regarder en chaîne de faïence. Mais se réconcilier ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de vérité. Moi, je suis d'accord à ce qu'on nous dit tout le monde. Je veux qu'avant qu'on ne me calomnie, moi, Ahmed Semega, je veux qu'on m'audite. Quand je dis auditer, là, je ne suis pas un extraterrestre. Passez-moi l'expression, je le dis honnêtement. On me connaît, on sait d'où je viens. Mon père vit à Nioro du Sahel, ma famille y est, mon épouse est à Bamako. Elle est étrangère sans doute, mais je suis à Dakar, qu'on s'interroge sur ce que j'ai, qu'on me demande. Les gens sérieux, je parle de ça. Je ne parle pas, encore une fois, de ceux qui ne veulent pas construire le Mali. Je parle des véritables patriotes comme vous, qui n'avaient pas de langue de bois, qui voulaient que les vraies questions soient adressées. C'est à cela que je parle. Mais je dis, regardons vers l'avenir. Et l'avenir, c'est de réconcilier, c'est de reconstruire notre pays. Notre pays qui était un modèle qui est devenu aujourd'hui un contre-modèle. Notre pays qui était porté en haut, qui est devenu aujourd'hui la risée que chacun cite pour noircir le tableau de l'Afrique. Le Mali ne mérite pas ça. Et moi, je sais aujourd'hui qu'il y a des hommes et des femmes, et ils sont nombreux au Mali, dans cette classe politique-là, qui pensent comme moi. Que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, et ces hommes et ces femmes qui m'entendent là, c'est avec eux qu'il faut reconstruire le nouveau Mali. Mais que ce soit une participation de chacun sur la vérité et pas sur le mensonge, pas sur la rumeur. Quand on est un homme public, on a une obligation de rendre compte. Mais qu'on ne vous juge pas, qu'on ne vous juge pas. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne veut pas de cela. Quand on te calomnie, celui qui le fait sait ce qu'il a fait. Et Dieu sait ce qu'il a fait. Je veux qu'on me juge sur ce que j'ai fait, pas sur ce qu'on a comme fantasme. Je suis ce que je suis, je ne me change pas, mais je suis fier d'être malien. Notre pays est sans doute par terre, mais moi je suis fier d'être malien. Et je suis sûr que notre pays se relèvera. Pour ce qui est d'être président ou de ne pas l'être, ce n'est pas le but ultime. Le plus important, je pense, c'est de participer. Ce qui est important, vous savez, le président Hollande l'a dit, et je tiens à féliciter cet homme politique d'exception. Je ne le dis pas, ce n'est pas une phrase de circonstance. Vous savez, c'est l'histoire, ce sont les circonstances qui font les hommes d'exception. N'eût été ce geste salutaire aujourd'hui, toi et moi, jeunes frères, on parlerait d'autre chose. Malgré les pseudo-intellectuels qui condamnent ça, on les a toujours entendus, ces gens-là. Et ils me critiqueront et m'insulteront. Moi, je suis fier de ce que la France a fait. C'est pourquoi je l'ai dit dans mon interview. La France a repris son rang de porte-étendard de la démocratie. C'est ce pays-là, c'est là où les droits de l'homme ont inscrit leur lettre de noblesse dans l'histoire de l'humanité. Et qu'un président français, au mépris de la politique, au risque
de la vie de ces otages et des soldats qui y meurent tous les jours. Je m'incline devant la mémoire de ces soldats qui sont morts pour le Mali. Ce monsieur Hollande est un grand monsieur, mais le peuple français est un grand peuple. Et il faut que nous nous en inspirions, il faut que nous soyons décomplexés, que nous regardions les choses en face, qu'on arrête d'écouter ces oiseaux de mauvais augure pour qui dire que la France a joué un rôle bien et a toujours des arrière-pensées. Nous n'avons de leçons de morale à apprendre de personne. Quand quelque chose est bien, il faut le dire. Maintenant, il faut que la France nous aide à sortir. On va terminer par un mot pour vos militants qui sont certainement au Mali, qui ont besoin de vous, et vos militants qui sont en France et à travers le monde. Moi, je suis fier de mes militants, d'où qu'ils soient. Je vous ai dit, la secousse que nous avons vécue aurait décimé n'importe quel parti. Mais le PDS est resté debout. Je suis à Dakar, tous les jours que Dieu fait, je reçois des appels de partout, du Mali profond, de Youarou, à Kolondieba, à Djonkoulane. Tout le monde me dit, Président, nous sommes fiers, nous sommes avec vous, nous ne bougerons pas de notre parti. Notre groupe parlementaire est resté soudé. Il est à l'Assemblée nationale le troisième groupe le plus important. Les élus du PDS sont encore debout parce qu'ils croient en un idéal. Vous savez, les hommes passent. Ce qui reste, ce sont les idéaux. Ce sont les idéaux qui ont bâti des grandes nations comme la France, comme l'Amérique, ces pays que nous regardons. Il faut que nous ayons des hommes et des femmes en politique qui ont un idéal. Le drame chez nous, c'est qu'il y a très peu d'hommes convaincus, il y a très peu d'idéal. Vous savez, faire de la politique sans idéal, c'est comme un match de football sans but qui se déroulerait dans un terrain plongé dans l'obscurité. Nous avons un idéal. Moi, j'ai un idéal. Je ne cesserai jamais de le dire. Que ceux qui me jugent sur mes actes, sur mes faits, et pas sur la rumeur. Je vous ai parlé, petit frère, parce que je parle aux hommes et aux femmes sincères qui vous écoutent, qui vous suivent, pour leur dire, je ne suis pas parfait, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais qui n'en commet pas. Je suis venu en politique sans y être préparé, mais qui est préparé pour être en politique? J'étais un technocrate, je suis devenu politique, mais je suis fier d'avoir servi le Mali pendant 10 ans, parce que j'ai connu le ressort du Mali profond. Et c'est ce qui me donne cette lueur d'espoir que malgré la crise, notre pays s'en sortira. Donc je dis aux militants du PDS, restez soudés. Vous avez eu raison de penser que cette vision que nous portons, que les Mali se reconstruisent, nous avons toujours dit retrouvons ce qui nous unit. C'est notre credo de départ. Quand on dit ça, on ne peut pas se diviser. On doit rester debout. Vous savez, je le dis et c'est sur ça que j'ai terminé. Il faut que la politique soit une politique concrète, d'action au concret. Petit frère, je le dis, peut-être certains y trouveront un manque d'humilité. Moi, je suis un homme concret. Quand je dis, je fais, comme juste ce que je fais. Mais je ne peux pas empêcher également ceux qui pensent que je suis un obstacle pour eux de penser ce qu'ils veulent. Mais ce qui est bien, pensons pour le Mali en tout cas aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons surtout pas le droit de faire de la politique politicienne aujourd'hui. Le Mali n'a pas besoin de politiciens. Très bien, Ahmed Semega, rebelle pacifique, par ma voix, vous dit merci d'avoir accepté cet exercice pas facile. Voilà, non mais c'est rebelle pacifique, on n'a pas d'armes, nous on fait notre combat avec le verbe et jusque-là ça marche et on compte justement sur les hommes politiques chaque fois qu'on les sollicite de venir. Donc moi je vous dis merci d'avoir accepté parce qu'il y en a qui se sont faufilés. Je vais dire des noms parce que nous on ne tourne pas autour de Pau. Il y a Ibeka qui nous a mis un vent, il y a Soumaïla Sissi qui nous a mis un vent. Vous, sachant qu'entre deux avions, vous étiez à Bruxelles, vous êtes arrivé ce matin, vous devez repartir, vous avez accepté. Donc, je n'ai pas l'habitude de caresser les gens dans le sens des poids. Je tiens à souligner cet aspect de régularité par rapport à la parole donnée. Vous avez donné votre parole, vous l'avez respectée. Donc je tiens à remercier également Issa Ngoïba, le caméraman, que les gens ne voient pas mais qui fait un boulot extraordinaire. Je remercie aussi M. Traoré qui a permis et aussi Abdraman Karambe qui a fait le lien entre vous. Donc merci et puis merci et bon courage. On vous attend au Mali. Regarde, moi, merci. Je serai toujours à votre écoute. Il n'y a pas de souci. On garde le contact, vous avez ma carte.